Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau. L'équipe de Haute-Savoie Habitat a souhaité vous donner rendez-vous pour faire le point. Vous le savez sans doute, les évolutions ont été nombreuses au cours de ces derniers mois pour le monde du logement social. Haute-Savoie Habitat est le premier bailleur social du département avec 19 000 logements locatifs. Nous allons passer environ une demi-heure ensemble pour en parler. M'accompagne sur ce plateau pour faire le point Pierre-Yves Antras, directeur général de Haute-Savoie Habitat. Bonjour. Bonjour. Denis Belleville, directeur financier, bonjour. Bonjour. Et Catherine Salas, directrice de la gestion locative, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Pierre-Yves Antras, tout simplement, pourquoi avoir voulu prendre la parole aujourd'hui ? Il y a depuis un an, un peu plus d'une année même, Haute-Savoie Habitat, comme tous les organismes HLM, connaît de très grosses perturbations en France dans le monde du logement social. Beaucoup de choses qui avaient été annoncées par nous, beaucoup de choses qui ont été impactées dans notre fonctionnement, dans ce que l'on est tout simplement, dans le cadre de notre mission d'intérêt général. Un questionnement plus global qui est posé à notre société sur vers où on va. Et on a eu envie de le faire de façon un peu originale en proposant cette forme de webconférence sur laquelle on est et toutes nos parties prenantes, que ce soit les locataires, les élus, les partenaires, les entreprises, tous ceux avec qui on travaille, toutes ces parties prenantes-là ont répondu présent, puisque vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette webconférence. Et on va essayer de vous dire ce qu'on a vécu depuis un an, comment ça nous a impacté, et puis de vous parler du demain, comment on sera demain, qu'est-ce qu'on fera, toujours à votre service dans le cadre de ce département. Cette transparence, elle est importante dans la relation de confiance que vous entretenez et que vous entendez continuer d'entretenir avec vos partenaires ? C'est la base de notre stratégie, puisque effectivement, Haute-Savoie Habitat a un projet stratégique d'entreprise qui s'appelle Cap Confiance, qui veut dire qu'effectivement, on est à livre ouvert, on est dans le dialogue, dans le partage, qu'on partage les beaux moments, les mauvais moments aussi avec l'ensemble de nos partenaires, et surtout on veut expliquer ce qu'on vit et on veut expliquer ce qu'il faut qu'on fasse ensemble pour mieux vivre demain et surtout pour continuer à être dans notre mission de développement du logement social dans notre département. Alors vous avez parlé de dialogue. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir dès maintenant en commentaire sur cette web conférence. Donc n'hésitez pas à faire partager vos réactions, vos commentaires, questionnements. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. Il y a tout un système participatif qui est mis en place. Alors que se passe-t-il depuis un an ? Ce n'est pas une évolution, mais plusieurs évolutions qui sont en cours pour le logement social en France. C'est plein de choses à la fois. On a aujourd'hui souhaité flécher sur deux éléments fondamentaux. Le premier qui nous a vraiment impacté, le premier élément, c'est la loi de finances pour 2018. Comment cette loi de finances a globalement perturbé notre structure, perturbé le montage même de ce que c'est qu'un organisme HLM en France, comment globalement on a eu à affronter une politique qui nous dit clairement nous allons dans notre pays vers la volonté d'être sur une privatisation du logement social. Bien évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas entendre par rapport à tous. C'est un terme fort, privatisation. Oui, mais c'est vers ça que politiquement on va dans notre État. C'est quelque chose qui est intenable, c'est quelque chose qui est contesté par la totalité de tous les autres pays européens qui envient notre système de logement social, qui envient ce qu'on a pu faire depuis un peu plus d'une centaine d'années maintenant en France, sur laquelle on est arrivé à faire des choses intéressantes dans le cadre du logement social, dans le cadre du logement de ceux qui en ont besoin dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'important qui, d'un coup, un peu trop rapidement, est balayé d'un coup de revers de manche. C'est ça qui a été difficile. On a eu cette annonce en tant qu'organisme HLM il y a un peu plus d'un an au moment du congrès HLM de Strasbourg qui nous a annoncé ça, sans aucune concertation, sans aucune logique de travail, de collaboration. C'est là que les organismes HLM se sont dit quelque chose ne va pas. Essayons de construire, essayons de proposer, mais la machine était déjà en marche et c'est déjà trop tard. Donc on est en réaction. Premier impact très fort, c'est celui qu'on a souhaité présenter là, c'est l'impact de la loi de finances. Le deuxième impact, tout aussi fort, sur lesquels on est un peu plus en train de dessiner parce qu'on attend un certain nombre de décrets d'application, c'est la loi Elan,
qui a été promulguée le 23 novembre dernier, donc c'est tout récent. Et donc la loi Elan, c'est celle qui va régir au sens large l'aménagement, la gestion de l'habitat en France? De l'habitat principalement social, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne. Il y a aussi tout un tas d'éléments, tout un tas d'articles qui vont être beaucoup plus dans le cadre du logement privé. Mais là, on va plutôt flécher au niveau de la loi Elan sur ce qui concerne plutôt nos partenaires élus et nos locataires, c'est-à-dire la partie de l'attribution de logements. Et puis on parlera aussi du côté de la loi Elan qui questionne tous nos partenaires, et ils ont raison de se questionner en disant, bon, finalement, la loi Elan conduit les organismes à être dans des regroupements, à faire disparaître un certain nombre d'organismes. C'est peut-être aussi un des éclairages qu'on souhaitait apporter à tous nos partenaires qui nous posent des questions, qui se posent des questions et qui posent des questions globalement à l'ensemble de notre société. Et au-delà de ces questions de société, il y a aussi une conséquence financière à court terme pour les bailleurs sociaux et notamment pour Haute-Savoie Habitat. Tout à fait. On va en reparler d'ailleurs avec vous, Denis Belleville. Donc, je l'ai dit, vous êtes le directeur financier. Avant qu'on comprenne bien la loi des finances, quel est l'objectif affiché précise de cette loi et quelle est la première conséquence très directe pour vous de cette loi des finances? Ah bah allez-y. C'est peut-être Denis qui... Oui, d'abord je vais peut-être vous présenter en grande masse qui est Haute-Savoie Habitat. Donc vous l'avez rappelé, premier bailleur social du département, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 115 millions d'euros et un patrimoine constitué au cours des 90 ans d'existence de la structure à hauteur de 19 200 logements aujourd'hui. Donc un fort potentiel d'investissement puisque nous réalisons environ 100 millions d'investissements par an, répartis entre 25 millions sur la partie réhabilitation de notre patrimoine, notamment la rénovation énergétique, et 75 millions sur l'offre nouvelle, c'est-à-dire la création ou l'achat de nouveaux logements, en sachant que depuis 4-5 années, nous sommes à un niveau un peu plus de 500 logements par an de production ou d'achat auprès des promoteurs dans le cadre des VFA. Ce rôle d'investisseur, il est vraiment prépondérant chez Haute-Savoie Habitat. On va en reparler, il y a des conséquences des évolutions de ces derniers mois, mais aujourd'hui, c'est un vrai impact pour le territoire, disons, et pour les différents secteurs d'activité du territoire. C'est vrai que l'investissement dans le logement social est un vecteur économique important. Nous représentons un poids économique très important pour l'ensemble de la filière BTP et l'ensemble des services du logement. Et donc l'impact de cette loi de finances rejaillit directement sur nos capacités à investir qui sont potentiellement obérées, on va le voir, par rapport aux impacts. Je rajoute également que nous sommes également présents sur la partie d'accession sociale et de logement intermédiaire via des filiales qui nous sont rattachées, IDIS, ADI2A, et qui complètent le panel d'intervention de Haute-Savoie Habitat sur le territoire. Alors justement, ces impacts, la loi des finances, très concrètement pour vous, qu'est-ce que ça change ? Alors la loi de finances, on peut déjà parler au niveau national, qu'est-ce qui a été l'impact global. Donc les pouvoirs publics ont voulu faire des économies budgétaires à hauteur de 1,5 milliard d'euros, donc ce qui est conséquent puisque... Donc ça c'est pour l'ensemble des bailleurs sociaux. Pour l'ensemble des bailleurs sociaux du territoire, à rapporter avec 2,2 milliards d'autofinancement annuel créés par ces organismes, ce qui suppose un prélèvement très important de l'ordre de 75% des ressources générées par ces bailleurs. Donc, au niveau de la structure Haute-Savoie Habitat, donc, nous sommes impactés à 4 niveaux essentiels, plus un accessoire. Donc, on peut les décliner. On a tout d'abord eu la création de la RLS. La RLS, c'est la réduction de loyer de solidarité, qui est en fait une minoration des loyers qui compense en fait la baisse des APL auprès des ménages modestes. Donc, en fait, l'effort budgétaire qui est fait au niveau de la nation, c'est les bailleurs sociaux qui l'assument complètement. Pour que les ménages ne soient pas impactés. Voilà, pour que le reste à charge des ménages soit neutre. Donc le coût annuel de la RLS pour notre structure, c'est 2,7 millions d'euros. Oui. Ensuite, on a un deuxième impact qui est la hausse de la TVA. Donc jusqu'à présent, nous étions sur un taux réduit de TVA à hauteur de 5,5, qui est passé à 10 à partir du 1er janvier 2018. Donc pour donner un ordre de grandeur, ça représente 6 000 euros de plus d'investissement par logement créé. Donc c'est un impact globalement de 3 millions d'euros pour la structure.
et en sachant que la TVA représente à peu près le dernier élément, enfin l'élément essentiel de l'aide à la pierre de l'État. Ensuite, on a la hausse de la CG2LS. Alors, la CG2LS, c'est la caisse de garantie du logement locatif social. Donc, c'est une caisse qui est vraiment très professionnelle et qui se nourrit des contributions des bailleurs sociaux du territoire et pour essentiellement redistribuer cet argent dans le cadre du renouvellement urbain ou de la politique de la ville ou encore d'autres éléments. Donc une sorte de fonds de solidarité. Voilà, le Fonds national d'aide à la pierre est également financé via ces cotisations. Et donc là, c'est aussi un impact, c'est à peu près 40% d'augmentation et ça coûte 900 000 € par an. Il faut rajouter un quatrième élément qui est le gel des loyers 2018, puisque le gouvernement a souhaité bloquer les loyers qui auraient pu augmenter de 0,75% au titre de l'IRL sur 2018. IRL, IRL, indice de révision des loyers, et donc qui a également un impact négatif de 600 000 € sur notre budget d'exploitation 2018. Donc on a un impact global de 7,2 millions et qui représente plus d'un tiers de nos ressources que l'on génère chaque année. Ça veut dire que ces 7 millions d'euros-là que vous n'avez plus, qu'est-ce que vous n'allez pas pouvoir faire à cause de ça? Alors, donc c'est de nature à impacter directement notre capacité d'investissement. Donc on verra qu'on a des mesures correctives. Mais globalement, si on prend un exemple très concret, jusqu'à aujourd'hui, il fallait 25 000 € de fonds propres pour créer un logement social. Avec l'impact à la fois de la hausse de la TVA et du RLS qui déstructure sur un très long terme les apports de ressources liés au loyer, eh bien, il nous faudrait 35 000 € par logement. Ce qui fait qu'on a moins de financement à disposition et chaque logement coûte plus cher. Donc mécaniquement, c'est un impact qui peut être, si on ne prend pas de mesures correctives, de l'ordre de 200 logements par an en moins à produire. Donc ce qui a une conséquence directe, rapide, pour le bailleur social que vous êtes, mais aussi pour le territoire. Oui, en sachant qu'on est, comme chacun sait, sur une zone très tendue en termes de logement, et donc avec en quelque sorte une imposition à être sur la partie du développement et non pas seulement sur la gestion locative. Alors du coup, puisque si je l'ai bien compris et si vous prenez la parole aujourd'hui, c'est pour dire que vous allez mettre en place des choses pour parer, disons, à ces contraintes budgétaires qui vous sont imposées. Vous avez dû chercher des nouveaux moyens de financement. Comment ça s'est passé ? Alors, donc, on a décidé, alors il y a eu tout un débat assez large à l'intérieur de la société sur comment on allait pouvoir répondre à cet enjeu nouveau qui impacte durablement les finances. Un des éléments, un des leviers que l'on peut actionner, c'est la vente du patrimoine des logements sociaux. Donc aujourd'hui, on est déjà sur une politique de vente puisqu'on vend à peu près 15 logements par an. Essentiellement des logements qui sont dits non conventionnés, c'est-à-dire des logements libres et de la maison individuelle. Donc ça veut dire que vous vendez des logements qu'aujourd'hui vous louez à des locataires, par exemple ? Voilà, alors soit des locataires en place, s'ils décident d'acheter, soit dans le cadre de la rotation naturelle du patrimoine, à des gens, alors soit des autres locataires du parc, puisqu'on a une obligation de proposer à l'ensemble des locataires les biens que l'on met sur le marché. Et après, si les locataires ne veulent pas disposer de cette opportunité, on met alors à ce moment-là le logement sur le marché libre et on le vend à n'importe qui. Et on sort ce logement du parc voilà, du quota de logement social de la loi SRU, par exemple. Et donc l'idée, c'est que ces ventes soient plus nombreuses. Voilà. Alors le conseil d'administration a acté en février de cette année une augmentation, une accélération de ce processus de vente. Donc on est en train d'étudier en interne quels sont les leviers et quel type de patrimoine on va céder. On essaye d'avoir un axe un peu différent que de celui précédemment, c'est-à-dire essayer de vendre aux locataires occupants
sur des logements qui ne tournent pas, c'est-à-dire qui ont des rotations très faibles, avec des gens qui sont là depuis très longtemps, et pour lequel le logement n'a plus son usage dans le cadre de l'attribution, puisqu'il n'y a pas de rotation, il n'y a plus d'usage locatif satisfaisant. Donc ça, c'est un levier. On va également utiliser un autre levier qui est un outil que l'on a créé et qui est en place depuis le milieu de cette année, qui est l'OFS, l'organisme foncier solidaire. C'est une structure que l'on a créée, qui est encadrée par la loi et qui permet de faire un portage foncier du bien, c'est-à-dire qu'on dissocie la partie foncière de la partie immobilière et le locataire accédant qui veut accéder à la propriété s'endettera sur la partie immobilière et restera locataire durablement sur la partie foncière. Donc il y a un portage avec une redevance et ça a le mérite, alors sur deux aspects différents, pour le locataire d'avoir une moindre mensualité puisqu'il ne prendra plus une part de mensualité sur sa partie foncière. Et ça lève également les blocages politiques, puisque dans des zones tendues et structurellement déficitaires en logement social, comme la Haute-Savoie, il y a un fort frein du monde politique, notamment des maires, des communes, qui voient quand même d'un mauvais œil d'être obligés et d'être contraints par les lois SRU de créer du logement, et d'autre côté, les bailleurs vendent le patrimoine. Et donc le portage par l'OFS fait que ce bien restera durablement dans le quota SRU. Donc c'est un double impact et ça permet donc de regarnir, on va dire, notre capacité d'investissement durablement. Est-ce que ces différents dispositifs ils permettent de compenser les 7 200 000 euros? Alors pas tout à fait, puisque on a l'habitude d'avancer un chiffre qui est que la plus-value d'un logement permet de reconstituer entre 2 et 3 fois l'offre. Donc on va dire que si on passe à 45 logements, multiplié par 3, ça fait 150. Donc on ne compense pas directement à l'euro près ou au million près, mais on arrive quand même à avoir une tendance acceptable pour régénérer nos capacités d'investissement par ce biais-là. Ça veut dire que ces dispositifs ils permettent à Haute-Savoie Habitat de souffler? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Souffler, c'est peut-être pas le mot, parce qu'effectivement, on continue à être dans la difficulté. C'était, comme l'a dit Denis Belleville, notre seule possibilité. Quand on nous réduit l'investissement, notre seule possibilité, la seule qui nous est offerte aujourd'hui en tant qu'organisme HLM, c'est de retrouver une capacité d'investissement par cette mise en vente qu'on essaye politiquement et stratégiquement de mettre en place en corrélation avec ce qui se passe dans notre département. Avec une contrainte, je suppose que vous êtes tous fixés, c'est de respecter les missions initiales d'Haute-Savoie Habitat, bailleur social, dans le respect, on va en reparler, des locataires. C'est votre contrainte numéro 1 finalement, en plus du budget. C'est plus qu'une contrainte, c'est une mission. Notre mission, c'est effectivement d'être là pour le locataire, pour lui permettre d'abord, avant d'être locataire, de trouver un logement, et une fois qu'il est locataire, de répondre à ses besoins, c'est-à-dire à être dans un logement décent, dans un logement qui lui permet de vivre, d'être tout simplement dans le bonheur dans ce département où tout est tendu, où tout est difficile, et notamment le logement. Ces dispositifs-là, l'idée c'est qu'il y ait tout le temps autant voire plus, de logements disponibles pour les foyers qui sont sur liste d'attente. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, hein, j'ai noté le chiffre, plus de 22 000. L'idée c'est de maintenir votre offre, disons, au maximum. Oui, alors effectivement, jusqu'à présent, on pouvait se permettre d'investir sans forcément accélérer le processus de vente de patrimoine. Aujourd'hui, on est dans une contrainte financière qu'on a décrite qui ne permet plus d'assurer cet investissement important qu'on souhaite maintenir pour les raisons qu'on a évoquées. En l'état, on ne peut plus le maintenir sans activer d'autres leviers. Et donc, la vente HLM est un levier et d'ailleurs, ça correspond également à la volonté gouvernementale puisque l'État souhaite que les organismes retrouvent des ressources à l'intérieur des plus-values dans leur bilan, qui se trouvent dans leur bilan.
et pour moins que la collectivité aide le logement social. C'est un peu l'idée sous-jacente du gouvernement de retrouver des marges de manœuvre à l'intérieur de notre patrimoine. Débrouillez-vous, pour la faire courte. Voilà, on a une ponction qui est très importante et malgré tout, il faut quand même remplir notre mission sociale du développement et donc effectivement trouver des moyens innovants, mais en tout cas, ce n'est plus les mêmes que précédemment. On est toujours sur, vous avez dit, je crois, autour de 500 constructions nouvelles pour Haute-Savoie Habitat. L'objectif, c'est de maintenir ce seuil ? Alors l'objectif, effectivement, c'est de maintenir ce seuil. Donc, d'ailleurs, sur les programmations qui arrivent sur les années, donc c'est quand même assez compliqué de ralentir la machine de production du logement, puisqu'on a à la fois des opérations qui sont dans les cartons avec des engagements auprès des communes et des engagements auprès des promoteurs pour des achats en VFA dans le cadre de leurs opérations de construction. Donc il est assez compliqué comme on dit, de refroidir la machine. Et en plus, le besoin est là pour justement venir en secours des gens qui sont éloignés du logement avec un logement abordable. Donc l'objectif, c'est de tendre vers le maintien de cette production dans les années futures. Justement, on va parler de gestion locative avec vous, Catherine Salaz. Quels sont les impacts très concrets de ces différentes évolutions qu'on a évoquées sur la gestion locative, puisque vous êtes la directrice de la gestion locative? Alors, la loi Elan prévoit vraiment beaucoup de choses en termes de gestion locative, des choses différentes qui vont avoir plus ou moins d'impact. Mais je pensais important aujourd'hui de parler de deux d'entre eux parce que ce sont les deux impacts qui vont être les plus forts, je pense, pour nos parties prenantes. Donc que ce soit à la fois pour les réservataires, ne froncez pas les sourcils, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, mais à la fois aussi pour l'ensemble des partenaires qui interviennent sur la problématique des attributions de logement. Donc déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle d'attribution de logement, c'est qu'un bailleur social, pour pouvoir monter une opération, a besoin d'aide de partenaires et d'aide d'institutionnels. Ces aides, elles peuvent prendre des formes tout à fait multiples. Ça peut être un prêt à taux bonifié, ça peut être garantir notre emprunt, ça peut être un foncier à prix minoré, etc., etc. En échange de ces aides, donc, qui sont versées soit par le conseil départemental, soit par l'État, soit par une commune, soit par une agglomération, ces parties prenantes-là peuvent avoir des réservations de logement. Qu'est-ce que c'est qu'une réservation de logement? C'est la possibilité pour le réservataire d'être celui qui va désigner 3 candidats dont les dossiers vont être présentés en commission d'attribution du bailleur. Alors j'ai essayé de vous faire ça simplement avec un petit schéma. Donc aujourd'hui en Haute-Savoie, les réservations sont gérées ce qui s'appelle en stock. C'est-à-dire que chaque réservataire connaît très exactement son patrimoine. Il sait, enfin le patrimoine appartient à Haute-Savoie Habitat, mais ses réservations. Il sait qu'il a le type 3 au 4e étage, à telle adresse. Un maire, par exemple, sait très exactement l'état de son stock. Si le logement se libère, le bailleur Haute-Savoie Habitat va contacter le maire en lui disant « Proposez-nous 3 candidats pour ce logement spécifique qui se libère ». Ça, c'est la gestion en stock. La loi Elan prévoit une gestion en flux, et là, tout change. La gestion en flux, chaque réservataire saura que dans l'année, le bailleur social va lui proposer un certain nombre de logements. Des logements qui vont se libérer. Où, quelle typologie, quel montant de loyer, quelle adresse, quelle commune, on n'en sait rien. Et ça, c'est une vraie révolution. Parce que, pour être très schématique, aujourd'hui, le réservataire se dit « Je connais mon stock, je connais tous mes logements, si d'aventure il y en a un qui se libère, je vais pouvoir proposer des candidats pour cet appartement-là. » Demain, le réservataire, prenons par exemple le maire sait qu'il va avoir X attributions possibles dans l'année, mais il ne sait pas où et il ne sait pas quand. Ça complexifie la politique d'attribution, que ce soit pour vous ou pour les réservataires? Alors oui et non. Ça complexifie, oui, parce qu'il faut toujours qu'on sache où on en est. C'est-à-dire que le bailleur va s'engager sur un volume de logements. Donc pour nous, ça veut dire savoir exactement combien on en a donné, à qui, etc., pour être équitable envers tous les réservataires. Mais d'un autre côté, en termes de stratégie de peuplement,
en termes de mixité sociale, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? On a un rapprochement offre-demande qui va être plus pertinent. Aujourd'hui, un logement se libère, qui est d'une réservation communale par exemple, le maire va proposer des candidats en fonction de critères qui lui sont propres. Demain, si on se dit plutôt, on a le même logement qui se libère, mais tiens, dans l'immeuble, on aurait besoin plutôt de telle stratégie en termes de mixité sociale, on va plutôt aller chercher le réservataire qui répondra à ça. Et de mon point de vue, c'est beaucoup plus intéressant pour les demandeurs. Parce que sinon, il y a des demandeurs qui ne pourront jamais obtenir dans un quartier parce que le réservataire n'avait pas dans son stock de logements à cette adresse-là. Demain, tout est ouvert, tout est possible. Un autre volet important à évoquer qui va changer quelque chose, et vous allez nous expliquer ça, c'est la cotation. Donc qui est le global des critères d'attribution, si j'ai bien compris, mais vous allez expliquer ça mieux que moi. C'est exactement ça. La cotation, c'est l'accord entre tous les réservataires pour déterminer quels sont leurs critères prioritaires. Et chaque demande de logement va obtenir un certain nombre de points en fonction de la situation de famille, en fonction des ressources, en fonction de l'urgence de la demande, en fonction des conditions d'habitat actuelles, etc. Et l'ensemble de ces critères sur lesquels tous les réservataires se sont entendus va permettre de déterminer une note et donc un classement de toutes les demandes. Ça ne veut pas dire que la demande qui aura obtenu le plus de points va être la personne qui va avoir forcément demain le logement. C'est une aide à la décision et ça permet à tous les réservataires en toute transparence de sélectionner les candidatures qui leur semblent le plus appropriées, à la fois, à nouveau, entre les besoins du réservataire, mais aussi la mixité sociale et la cohérence avec ce qui s'appelle le PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat, pour que toutes les parties prenantes et toute la chaîne finalement qui intervient sur le sujet de l'attribution se mettent autour de la table pour définir une politique vraiment d'attribution. Sinon, l'ancien système faisait plutôt que chacun était un peu dans son précaré. Donc, deux questions rapides. Est-ce que ça change quelque chose, ces deux changements dont vous nous avez parlé, pour les locataires? Est-ce qu'il faut faire pour eux leur demande différemment? Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change pas quelque chose pour eux, sauf qu'ils connaîtront le système de cotation. Et alors là, ce n'était pas la loi Elan, mais du coup, je fais un petit retour sur la précédente loi qui était la loi Allure, qui déterminait la création de points d'accueil des demandeurs et de points de conseil des demandeurs pour que les demandeurs puissent avoir des avis et des conseils éclairés sur comment bien remplir une demande de logement pour être au plus juste entre leurs besoins et la réalité. Une personne seule qui demande un type 5 avec vue sur le Salève, il peut demander, il n'obtiendra jamais. Donc quelqu'un qui puisse prendre le temps de lui expliquer ça et de lui expliquer la cotation en face de ses choix, c'est intéressant. Donc pour lui, c'est une très bonne chose, cette transparence sur la manière dont sa demande va être étudiée par les différents réservataires. Une cotation, il y en avait déjà une en Haute-Savoie depuis une trentaine d'années. Elle était utilisée que par les bailleurs sociaux et certains réservataires. Aujourd'hui, elle sera utilisée par tous et partagée par tous. Et est-ce que ça change quelque chose pour vos principaux donneurs d'ordre, c'est-à-dire les élus, ceux qui nous regardent en partie aujourd'hui? Ça change quelque chose. Alors, nous avions anticipé la loi en parlant régulièrement avec les élus au sein des communautés de communes, ou des EPCI ou des agglomérations, puisque ce qu'a voulu cette loi, c'est mettre les agglomérations au cœur du dispositif d'attribution, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je pense à des travaux qui sont en particulier en cours avec la communauté de Annemasse Agglomération, où nous travaillons pour même aller encore plus loin que ce que prévoit la loi, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table, les maires des communes d'Annemasse Agglo, les réservataires, les bailleurs sociaux, pour définir ensemble les candidats qui seront présentés en commission d'attribution. Et là aussi, un vrai travail de transparence de chacun pour que les attributions et le rapprochement offre-demande se fassent de la manière la plus intelligente possible.
Autre changement, évolution liée à la loi Elan, le gouvernement veut imposer aux organismes HLM de se regrouper à partir d'un seuil de 12 000 logements sociaux. Ça, pour vous, c'est une mesure pertinente, inquiétante? Alors, pertinente, je ne sais pas. Inquiétante, inquiétante, oui, parce que quelque part, ce n'est pas le nombre de logements qui faisait la rentabilité, l'intelligence, qu'elle soit économique ou sociale, d'un organisme HLM. Donc, arriver à dire, d'un point de vue national, un organisme qui n'a pas 12 000 logements ne sert à rien, parce que c'est un petit peu ce qu'on dit, ou devra se rapprocher d'autres organismes, c'est effectivement le principe de la loi, avec un questionnement principal sur notre territoire, parce que ceux qui nous écoutent se posent la question. Déjà, premier élément, Haute-Savoie Habitat n'est pas concerné par ce seuil de 12 000. On est près des 20 000, voilà, 19 200 logements gérés. On est près des 20 000. Aujourd'hui, cette question, elle nous préoccupe quand même, mais pas uniquement parce que c'est une affaire qui est derrière nous, la notion de seuil. C'est plus parce que ça pose des questions. Ça nous remet, en tant qu'organisme HLM, aussi sur quelque chose qu'on est prêt à entendre, c'est-à-dire ce que dit aussi le principe de la loi. C'est intéressant, voire intelligent, de mutualiser des choses pour être plus efficace. Bon. Ce n'était pas forcément le cas. J'allais juste vous dire, on n'a pas attendu la loi pour se poser cette question-là. Et d'ailleurs, on peut citer des exemples sur notre territoire. Catherine Salas, tout à l'heure, a évoqué l'existence depuis 30 ans de choses qui se font ensemble, entre tous les bailleurs, sur la logique de l'attribution, sur la logique de la demande de logement. Donc, c'est des choses qui n'existent pas dans d'autres départements en France depuis 30 ans. Un peu plus de 30 ans même, nous, dans notre département, on l'a fait. On peut citer aussi des choses qui sont faites comme récemment dans le cadre de notre association départementale, l'USH 74, l'Union sociale pour l'habitat en Haute-Savoie. Les bailleurs ont décidé d'être sur quelque chose, c'est un peu technique, une fluidification de la partie des attributions, en créant une bourse d'échange entre les locataires, la possibilité de le faire. C'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons fait ensemble, sans les autres partenaires. Les bailleurs ont décidé de relever les manches et de le faire ensemble. Ce qui était une première en France, si je ne me trompe pas. Oui, qui était une première. Enfin, ça avait été tenté, mais de cette façon-là, ça a été une première en France. Ensemble, on se remonte les manches et on y arrive. Nous avons créé plusieurs quartiers ensemble, entre organismes. Je pense à des quartiers sur lesquels on intervient de façon forte, notamment avec Alpad, sur la logique de l'ANRU, de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, donc le quartier du Perrier à Annemasse, sur lequel on est fortement présent ensemble avec les collectivités pour intervenir, pour développer des choses et restructurer un quartier. On le fait ensemble. Nous avons créé avec toujours Alpad une société qui est une société qui intervient dans le logement intermédiaire. Nous l'avons fait, c'est-à-dire que la recherche d'outils de mutualisation, nous n'avons pas attendu que la loi nous dise ce serait peut-être intelligent de créer des choses ensemble pour le faire. Mais on veut bien l'entendre. On veut bien entendre qu'on n'allait pas peut-être assez loin. On est prêt à aller plus loin. On est prêt à mettre en place des outils qui vont nous permettre de rappeler aux collectivités à quoi on sert en tant qu'organisme HLM et comment on peut les aider à aller plus loin. Alors c'est quoi? À quoi on sert? C'est la question que vous allez me poser. J'allais vous demander, qu'est-ce que par rapport aux agglos, notamment puisque vous parliez d'Annemasse Agglo, voilà, il y a un vrai travail collectif qui doit être fait auprès des collectivités et notamment des intercommunalités. On sait qu'elles ont un rôle de plus en plus important. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'est portée la politique habitat et logement social dans les différents, alors c'est un peu technique, dans les différents EPCI, c'est-à-dire les agglomérations et les communautés de communes. Là où la politique habitat, qui se transmet ensuite dans son mode exécutoire, par le programme local de l'habitat, le PLH, c'est ce que doivent faire nos élus, définir à l'échelle d'un territoire cohérent une politique d'équilibre de l'habitat. C'est ce qu'on attend des élus. Vous soyez associés à l'élaboration de ces PLH sur les différents territoires? Pas associés. Par contre, notre travail
notre raison d'être, c'est la mise en œuvre de ces PLH. Souvent, on nous voit en tant qu'organisme HLM, on nous voit sur le développement. On a fait 500 logements, 600 logements. On est très présent sur le développement. Mais ça, c'est qu'un des piliers des PLH. La construction neuve, c'est qu'un pilier d'un PLH, qui n'est pas le plus important, parce que l'offre de logement social, elle existe principalement sur le patrimoine qui existe. La gestion des quartiers, c'est quelque chose qui est important dans le cadre d'un programme local de l'habitat. Et c'est là qu'on doit être ensemble, nous, organismes HLM, en tout cas c'est ce qu'on défend, nous, Haute-Savoie Habitat, la possibilité d'aller toquer aux portes des différentes agglomérations, ce qu'on fait déjà, pour leur dire, ensemble, on va conventionner, on va signer un accord. À quoi on va vous servir ? Pour mettre en œuvre ce que vous avez décidé politiquement, c'est-à-dire votre PLH. Comment on sera présent dans le temps et comment on s'assure mutuellement cette présence-là en étant sur une logique où on va investir sur le développement d'une offre neuve, ça c'est le pilier de la construction neuve, en étant présent sur l'entretien, la réhabilitation de notre parc pour que ce patrimoine-là vive bien et qu'il accueille toujours les ménages qui ont besoin d'un logement. Comment on est présent sur la politique de l'attribution, comme l'a évoqué la directrice de la gestion locative tout à l'heure, et puis comment on est présent tout simplement sur notre premier métier qui est celui de la proximité. C'est quoi le métier de la proximité ? C'est faire en sorte que vous, comme nous, quand on passe devant un immeuble qui est un immeuble dit de locatif social, eh bien ça ne se sait pas parce que c'est un immeuble qui vit normalement et qui permet à des gens d'être heureux dans leur quartier, dans leur ville, dans leur logement. Tout ça parce que ils ont un bailleur qui leur a permis un jour de trouver ce logement-là. Ce travail-là de relation de confiance, de pédagogie, il est important plus que jamais. Vous avez vraiment besoin d'en parler et de communiquer et de dialoguer. Encore une fois, là, on invite vraiment les gens qui regardent cette webconférence à réagir. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut communiquer vu les évolutions de cette dernière année. Oui, il faut communiquer pour dire, comme on l'a dit là, à quoi on sert, pourquoi on est encore là, pourquoi on continuera à être là, parce qu'effectivement, si on ne doit plus construire parce que on n'aura plus la capacité d'investir sur la construction, on ne construira plus. Par contre, on a besoin que sur notre territoire, on continue à construire des choses. On a besoin qu'on soit encore là pour entretenir le patrimoine qui existe déjà. On a besoin que sur notre territoire au Savoyard, on soit encore là pour gérer les attributions, que les élus voient au niveau de leur PLH globalement leur politique mise en œuvre. Et c'est là qu'est le premier sujet du partage, le premier sujet de l'échange, et sur lequel on ira vers une notion de contractualisation. Je le redis, c'est important pour nous, on va passer des conventions de plus en plus marquées sur tous les piliers que j'ai évoqués avec les différentes collectivités locales pour leur dire qu'est-ce que vous attendez de nous et à quoi on peut vous servir. Ça n'avait jamais été fait sous cette forme-là ? On nous voyait de façon morcelée là-dedans. Maintenant, on va être dans une logique peut-être, j'ose le dire un peu comme ça, peut-être un peu plus mordante. Peut-être que dans certaines collectivités, on aura envie de nous dire finalement, on préfère voir apparaître des nouveaux opérateurs qui construisent au plan national et qui nous font une offre foncière plus intéressante. Nous, on n'ira pas, on n'ira plus sur ces territoires-là en termes de construction puisque les élus ne veulent plus de nous. Mais du coup, ce n'est pas sur ces territoires-là où on continuera à investir de la même manière sur la gestion des logements, sur la gestion de la réhabilitation. Alors on fera notre métier, on sera toujours présent. Mais peut-être qu'au fil du temps, c'est en tout cas le risque et de la loi de finances et de la loi Elan qui impacte, comme on l'a vu directement, notre capacité d'investissement, c'est de nous faire flécher un surinvestissement, une surprésence, là où on a le plus besoin de nous. On fera toujours notre travail là où on a peut-être moins besoin de nous, on le fera, mais dans le temps, je pense que pour les élus qui nous représentent, ce sera dommageable. Donc un organisme plus offensif face au risque de privatisation, puisque c'est un terme que vous avez utilisé, face à la concurrence des promoteurs nationaux. Vous êtes au combat.
Alors, ce n'est pas une concurrence avec les promoteurs nationaux, c'est peut-être une concurrence plus marquée avec des investisseurs sur le logement locatif nationaux. Si on va vers une privatisation avec des acteurs privés dans le logement social, on va avoir un intérêt national peut-être, et notamment sur notre territoire, à avoir un investissement plus fort de la part de certains investisseurs, parce que dans notre territoire, contrairement à d'autres départements que je ne vais pas citer ici, mais la valeur de l'actif, c'est-à-dire la valeur du logement construit, elle est beaucoup plus intéressante sur le patrimoine de la Haute-Savoie. Donc un investisseur national va tout faire, va peut-être payer plus cher pour développer du patrimoine de logement social dans la Haute-Savoie et se mettre en concurrence avec ce que nous, on peut faire. Et comme on l'a vu, vous avez bien compris que c'était bien la logique qui nous permet d'arriver à une moindre capacité d'investissement. Nous, on continuera à aller plus loin, là où on peut aller plus loin, sur tous les autres piliers qui sont importants pour nous, pour nos 20 000 logements, être présent sur la partie de la réhabilitation, être présent sur la partie de la gestion de proximité, là où les élus nous attendent, les élus communaux nous attendent, là où les locataires nous attendent surtout. Avec un anniversaire dans ce contexte, Haute-Savoie Habitat fête ses 90 ans l'année prochaine. Donc 90 ans de mission au service du logement social. Donc l'année 2019 va compter, on aura bien compris le contexte. Le mot de la fin, Pierre-Yves Antras, on l'a dit, le dialogue est ouvert. N'hésitez pas à venir rencontrer les équipes de Haute-Savoie Habitat, à vous exprimer donc sur les commentaires de cette webconférence et puis également via un forum. Voilà, nous mettrons en place pour structurer tout ce que vous nous direz, parce que je pense qu'effectivement, tous ceux qui nous ont entendus là ont des choses à dire, des choses peut-être à contester, peut-être à questionner. En tout cas, on est prêt à le faire. Et on a voulu que cette forme un peu originale de webconférence se poursuive par une forme de débat, d'échange, peut-être politique, peut-être citoyen, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué pour nous d'être sur la totalité de nos parties prenantes et d'avoir justement de répondre à toutes les questions que nous posent à la fois les locataires, à la fois les élus, à la fois les citoyens. Donc on va essayer de structurer ce débat, cet échange, et on compte vraiment sur votre participation, sur les questions qui seront posées, vos remarques, pour faire en sorte qu'on aille un peu plus loin. Parce que, quelque part, vous l'avez dit, oui, ça fait 90 ans qu'on est là. Moi, peut-être, si je me permets le mot de la fin, je vais dire, promis, en tout cas, on sera à minima encore présent 90 ans. Au-delà, je ne sais pas, mais en tout cas, bien que tout soit plus difficile, comme on l'a vu, bien que tout soit plus tendu, pour arriver à développer des choses et qu'on fera des efforts sur la partie communication, sur la partie explication, il n'empêche qu'on a l'assurance d'être encore là, 90 ans, je ne sais pas, mais encore pour un bon bout de temps, toujours au service de notre mission d'intérêt général qui est le logement social, parce qu'on y croit, parce qu'on croit qu'il est important dans ce département, peut-être plus qu'ailleurs, parce que c'est important de permettre à ceux qui n'ont pas accès au logement, de pouvoir venir travailler dans notre département, de pouvoir tout simplement venir y vivre dans le bonheur et quelque part, surtout dans une période où tout est tendu, tout est difficile dans notre société en ce moment, on est peut-être un contributeur du bonheur de bien vivre dans ce département. On le revendique, on en est fier et on a complètement envie de continuer. Le bien vivre ensemble, parfait comme mot de conclusion. Merci beaucoup. Donc je rappelle, nous attendons vos commentaires, réactions sur cette webconférence, sur le forum dédié. L'adresse s'affiche en bas de notre écran. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclaircissements et témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.